Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono, l'émission du jeudi. On se retrouve comme chaque semaine en direct pour revenir sur l'actualité sportive vendéenne. Exceptionnellement, Alexandre Lenaour n'est pas avec nous ce soir, on le salue d'ailleurs. Mais je suis quand même bien accompagné ce soir sur ce plateau avec notamment Johan Jadot, notre expert course à pied qui est avec nous. Bonsoir Johan. Salut Aurélien. À vos côtés, Erwan de Brouwer qui fait son retour. Bonsoir Erwan. Bonsoir Aurélien. Pour parler bien évidemment ring hockey, et ça va être le fil rouge de cette émission puisque nos deux invités vont nous parler aussi de ring hockey, deux invités du club du Poiré Roller. On a Marvin Roturo, coprésident du Poiré Roller. Bonsoir. Bonsoir. Vous partagez la présidence avec Élodie Ferré, et à vos côtés Duarte Delgado. Bonsoir. Bonsoir. Entraîneur et joueur de l'équipe de ring hockey du Poiré Roller en National 2, déjà championne de France de National 2 à 4 journées de la fin, et qu'on retrouvera donc en National 1 Elite l'année prochaine. Justement, on va parler de ça tout au long de cette émission, puisque Erwan, le Poiré, même s'il reste encore 4 matchs, fait une saison absolument parfaite en National 2. Ouais, parfaite, avec 15 victoires, 1 nul, avec un différentiel de plus 43. Très clairement, personne n'a pu mettre en difficulté le Poiré. Alors, il y a pu y avoir des matchs où ils ont pu être en difficulté quand même un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une saison parfaite de la part du Poiré en N2, et ils méritent amplement leur montée en N1. On va voir le classement justement de ce championnat de N2, donc avec déjà 14 points d'avance sur le deuxième Quintin, donc à 4 journées de la fin, mathématiquement vous ne pouvez plus être rejoint. On va commencer peut-être avec vous Marvin en tant que coprésident. Comment vous avez vécu cette saison? Est-ce que vous vous attendiez à survoler autant ce championnat de N2? Absolument pas. C'était un retour après l'abandon quand même de la saison dernière. On revenait sur un projet avec un objectif d'être en haut de tableau, mais sans spécialement mettre l'objectif de la montée. Après, arrivé en janvier déjà, on était premier avec une bonne marge. Donc les objectifs ont forcément évolué, et puis l'envie de monter de l'équipe aussi était là. Donc c'est un bon relancement pour le club qui a vécu dur l'année passée, et qui réagit bien aussi même au niveau de l'artistique. Du coup, les filles finissent 4e du championnat de France. Donc elles sont qualifiées pour l'international à Latte début juin, le 8 juin. Donc tout le monde a bien remonté cette année et bien reparti au Poiré. Donc on rappelle qu'en cours de saison l'année dernière, vous avez essayé de stopper le championnat et donc de repartir en National 2. Beaucoup de changements, il y a eu des changements à la présidence, puisque vous avez succédé à Manuela Guibert qui avait près de 20 ans de présidence au Poiré. Un nouvel entraîneur, Duarte Delgado, qui était à la Vendéenne avec Erwan la saison dernière. Duarte, comment vous avez vécu cette saison? Alors déjà, nouvelle fonction, entraîneur, joueur, et puis en National 2 et invaincu depuis le début de saison. Oui, c'est ça. Ça a été les travail, je pense. Ça a été les fruits de ce résultat que vous parlez. C'est les joueurs, en fait, c'est tout le travail de notre staff derrière. On n'attendait pas aujourd'hui être dans cette position. C'est vrai qu'on avait un projet pour monter dans les prochaines 3 années. Ça veut dire qu'on a bien fait les choses. Peut-être un petit peu plus tôt, on ne voulait pas vraiment monter tout de suite. Mais bon, aujourd'hui, avec le temps passé, avec tout le travail qu'on fait derrière, on sent qu'on va être prêt pour la prochaine année. À quel moment de la saison est-ce qu'assez rapidement vous vous êtes rendu compte que il y avait quand même une équipe avec un beau potentiel qui était quand même au-dessus? Quand on a fait l'équipe au début de saison, je connaissais grande partie des joueurs. Je savais qu'en travaillant bien, qu'on devrait être compétitif sur les grandes parties du championnat. Comme Marvin a dit, à la fin de la première partie du championnat, on avait déjà une marge qui nous a fait changer les objectifs en fait. Et après, ça a été la continuité du travail, et on a fait match à match, qu'on nous a fait arriver à ce moment avec 7 écarts de points. Erwan, peut-être une question, peut-être à votre ancien coéquipier. Oui, tout à fait. Je sais que c'était un truc que tu as déjà fait. Duarte avait déjà été entraîneur-joueur à Plounéour, finalement dans la même situation, avec une montée de N2 à N1 aussi. Je voulais savoir si toi, aujourd'hui, dans ton rôle, est-ce que tu avais changé des choses entre ton passage de Plounéour
de refaire joueur, notamment à la Vendéenne, en passant par Saint-Omer aussi, la Vendéenne, et là de te retrouver entraîneur-joueur? Est-ce que tu avais changé des choses ou potentiellement tu as pris un peu exactement les mêmes choses qui avaient bien fonctionné à Plounéour? Non, c'est une bonne question. J'ai parlé de ça pas beaucoup de temps avec quelqu'un. Quand j'arrivais ici, j'avais 29 ans, ça a été, comme tu dis bien, National 2. J'ai fait 4 ans au service de Plounéour, après on a fait 3 ans en National 1. J'ai appris énormément de choses. Je suis arrivé ici avec une mentalité un peu différente. Et au long de ces 4 ans, j'ai compris aussi les mentalités de comment vivre pour les rings hockey ici en France. Je peux prendre l'exemple avant je prends une décision un peu tout seul. Et aujourd'hui, par exemple, je donne beaucoup d'importance peut-être à certains joueurs à côté. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Oui, je me suis adapté et j'ai changé des choses par rapport aux premières années en tant qu'entraîneur-joueur. Marvin Roturo, vous aviez donc le club avait décidé de revenir en National 2 la saison dernière, pas forcément de remonter aussi vite, mais là je pense qu'assez rapidement dans la saison vous vous êtes dit bon ça va peut-être finalement arriver. C'est ça. Est-ce que donc le club a bien pu anticiper les choses, se préparer? Est-ce que tout est ok pour accéder à revenir dans l'élite l'année prochaine? Alors, on y travaille, oui, il y a beaucoup de personnes qu'on ne voit pas, qui travaillent dans l'ombre, qui passent beaucoup de temps. Et les choses ont dû s'accélérer, mais tout sera prêt pour qu'en septembre, tout se passe bien et qu'on soit en N1 pour se maintenir. C'est quoi qui est le plus compliqué? C'est financièrement, c'est le budget? C'est le budget, hein, très clairement. Après, entre la N1 et la N2, en fait, les trajets sont identiques. On traverse la France pareil. Les engagements sont à peu près similaires, mais c'est pour avoir une équipe compétitrice. Tous les clubs recrutent aussi différemment, ont tous des bons joueurs. Et le maintien est aussi plus compliqué. Donc financièrement, forcément, il faut un peu plus de ressources. D'accord. Mais on y travaille et on va y arriver. Et donc on vous retrouvera en élite avec la Vendéenne, on retrouvera un derby vendéen la saison prochaine, même si encore une saison à terminer avec 4 matchs encore à disputer. On va commencer à énumérer les rendez-vous sportifs du week-end avec notamment du basket et la Ligue féminine. Alors l'équipe de La Roche joue actuellement les play-downs et joue un match très important ce soir à Landerneau puisque les deux équipes sont à égalité et les Lyonnaises enchaîneront dimanche avec un déplacement à Saint-Amand lors de la 4e journée de ces play-downs. Match à 18h30, toujours en basket. Match là aussi capital ce soir pour Chaland en play-off de National 1 masculine. C'est le match retour des 8e de finale avec un déplacement à Chartres. Au match aller, Chartres l'avait emporté salle Michel Vrignot 91-71. Il faudra donc l'emporter pour espérer encore se qualifier. En cas de victoire chalandaise, il y aura un 3e match à Chartres dimanche. En cas de défaite, ce sera la fin de saison pour le VCB. Toujours en basket, 26e et dernière journée de National 2 masculine. Samedi pour Saint-Georges de Montaigu, déjà condamné à la relégation en National 3. Saint-Georges qui se déplace à Rezé, 6e au classement. Il y aura du handball également, et là aussi un déplacement pour les Pouzougets en National 1 masculine. Le PVHB, là aussi déjà condamné à la relégation en National 2, qui se rend à Livry-Gargan, 3e au classement. Le match aura lieu samedi à 20h30. Autre match capital, on arrive en fin de saison dans les différents sports. En rugby, en Fédéral 3, non pas en Fédéral 2 comme indiqué par erreur. 32e de finale, retour pour le RC Sablé qui reçoit Blaye dimanche au stade de la Rue de Lierre. Au match aller, les Vendéens s'étaient imposés 30-25 et on rappelle que pour accéder à la Fédérale 2, il faudra au minimum se qualifier en 8e de finale. En tennis de table, ce sera là aussi la dernière journée du championnat de France par équipe en National 2 messieurs et on en parlait la semaine dernière avec nos invités de la Ferrière. Les Ferrièrois 2e au classement se déplacent chez le leader la Romagne, un seul point d'écart entre les deux équipes. Donc le vainqueur terminera forcément premier et accédera à la National 1. Ça commencera à partir de 17h. Voilà pour les premiers rendez-vous sportifs. D'autres à venir un peu plus tard dans l'émission. Mais on va poursuivre avec quelques images de voile puisque la 21e édition de la Solomètre Coq a débuté ce mardi au Sable d'Olonne. Une compétition qui concerne la classe Figaro. C'est la 2e manche du championnat de France élite de course au large. Et ce jeudi matin, vous le voyez sur ces images, les 34 skippers ont pris le départ de la grande course. Un parcours de 391 000 entre les Sables d'Olonne et un waypoint situé au milieu du golfe de Gascogne. Les premiers devraient être de retour au sable samedi midi. Avant cette grande course, 2 épreuves côtières étaient au programme mardi et mercredi. Mardi, la première manche était très disputée et finalement remportée par Loïs Béréard, skipper massif 2022. Il a devancé Gaston Morvan sur Région Bretagne CMB Performance et Philippe Hartz sur Marine Nationale. Mercredi, la deuxième manche a dû être annulée en raison de vent trop faible. Loïs Béréard a donc conservé sa première
première place au classement général, mais c'est bien la grande course qui déterminera le classement final. Verdict donc samedi. Allez, c'est l'heure de passer à l'entretien de 85 chronos. Et on reste dans le monde de la voile avec Lionel Régnier, skipper sablais, skipper professionnel qui a dirigé ces dernières semaines, ces derniers mois, le team L'Esprit d'équipe sur l'Ocean Globe Race, un tour du monde en équipage et en escale, mais un tour du monde à l'ancienne sans aucun équipement électronique. Et après 159 jours en mer, l'Esprit d'équipe a terminé 3e de sa catégorie. Et c'était la dernière pour Lionel Régnier qui va donc prendre sa retraite de skipper professionnel. Nous avons été à sa rencontre ce mardi au Sables d'Olonne. Bonjour Lionel Régnier. Bonjour Aurélien. 6 minutes. Alors vous nous accueillez à bord de ce bateau L'Esprit d'équipe qui en a donc terminé avec l'Ocean Globe Race il y a quelques jours avec cette dernière étape. C'est arrivé en Angleterre, vous avez pris la 2e place de la dernière étape. Après voilà ce tour du monde par étape, 159 jours en mer. Alors déjà comment se passe le retour à terre? Ouais, il s'est bien passé parce qu'on est rentré chez nous samedi. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais on est rentré chez nous à la voile et sous le soleil. Un jour où il a fait que pleuvoir le matin, et avec une arrivée sablaise comme on les aime, avec du monde sur les jetés, du monde sur le ponton. Tous les gens que j'avais envie de voir étaient là ou presque après plus de 8 mois d'absence, puisque on est parti des Sables de mémoire le 26 août. Et on est revenu le 27 avril, donc ça doit faire ça. Oui, non, c'était une belle arrivée. On est content d'être rentré et on est content de l'avoir fait. Parce que c'était pas une mince affaire, ce projet, on le rappelle, voilà, ce tour du monde en équipage, avec plusieurs escales, qui reprenait aussi voilà, les conditions de la Whitbread il y a 50 ans, donc sans matériel électronique. Qu'est-ce qui a été vraiment compliqué dans ce projet? C'est peut-être même ce qui s'est passé avant le début de la course. Tout a été compliqué, c'est ce qui fait le charme de l'affaire. Tout a été compliqué parce qu'il fallait trouver des vieux bateaux. 2, il a fallu trouver celui qu'on voulait. Il était à l'autre bout du monde. En même temps, il y avait le Covid. Donc ça fait 4 ans que c'est compliqué. Que c'est un travail, c'est une course en équipage et un travail d'équipe avec plein de générations différentes, avec que des bénévoles, que des amateurs. Avec un petit budget qu'on a eu beaucoup de mal à récupérer, à trouver. Donc oui, ça a été difficile. Tout a été difficile. Le plus difficile, ça a été ce projet. La mer finalement était facile. Une fois qu'on est sur l'eau, tout va bien. Il y a eu quelques problèmes, mais des problèmes normaux de bateaux qui font un tour du monde. Avec ce bateau-là, depuis qu'on l'a récupéré, il a 50 000 milles au compteur. Ça fait 2 tours du monde, dont un en course du coup. Alors vous participez à des courses au large depuis de longues années. Pourquoi ce type de projet, ce type de course à l'ancienne et en équipage vous a attiré? Alors il y a plein de raisons. La première, c'est que il fallait que je finisse avec un Cap Horn que je n'avais jamais fait. Et le Vendée Globe, c'est plus de mon âge. C'est pas dans les budgets. Donc il allait faire un Vendée Globe pour aller se promener, je sais pas faire. Et la GGR, c'était trop long. J'ai essayé, mais c'était pas pratique. C'est trop long. C'est trop long sans escale. C'était pas possible à faire au niveau de toutes les conditions familiales, professionnelles et compagnie. C'était très difficile. Et celle-ci tombait à pic. Donc celle-ci, effectivement, sa difficulté, c'était l'équipage et l'équipe, mais on a surmonté cette difficulté. Et donc on en a fait en même temps du coup un projet de partage, de transmission, parce que moi c'est ma dernière. Donc c'est ça qui a été le plus compliqué. Alors vous parlez du Cap Horn qui était une des motivations pour faire cette course. Racontez-nous justement comment s'est passé ce passage du Cap Horn, votre premier. Eh bien un autre premier Cap Horn parce que personne ne l'avait passé. Oui, un seul d'entre nous qui était là l'avait passé un peu, mais en partant de Patagonie, donc
passer le Cap Horn, c'est pas aller en faire le tour en venant juste à côté, c'est partir d'ici pour aller jusque là-bas. C'est ça qui fait qu'on le mérite. Et nous, on a eu une chance immense. Certains sont passés à côté sans le voir, dans le brouillard. Nous, on a eu des conditions de Cap Horn et avec des conditions de visibilité exceptionnelles, puisqu'on est arrivé, on l'a vu dans le noir, on l'a vu de nuit. Il y avait 40-50 nœuds de vent, de la mer, donc on était comme au Cap Horn. Et le jour s'est levé, on l'a vu 2 jours avec un superbe lever de soleil, un magnifique arc-en-ciel, et on a pu passer juste à côté. Donc on a fait un vrai Cap Horn. Donc les jeunes, moi j'ai mis 45 ans à y aller, certains en auront mis que 20, mais c'est un excellent souvenir pour tout le monde. Et alors vous, maintenant, puisque vous annoncez que c'est la retraite, quel va être maintenant votre rapport à la voile ? Eh bien, je ne sais pas encore. Pour le moment, je vais aller me promener par la terre. Enfin, je dis ça, mais bon, samedi, je suis sur le Tour de Belle-Île, sur un bateau, un de nos concurrents et néanmoins amis de la même course. Donc, on n'y amène pas le bateau, mais du coup, je vais y aller sur un autre bateau. Non, le rapport à la voile, voilà, moi, j'ai accompli mission Route du Rhum, Transat Jacques Vabre. Il manquait que le Vendée Globe, mais c'est plus un autre, enfin c'est plus d'actualité, quoi. Il faut qu'une course, elle reste. Il faut qu'on ait une chance de pouvoir gagner. Là, on avait une chance de pouvoir gagner. La preuve, on l'a frôlé, on avait ce qu'il fallait pour. On n'a pas été assez bon, mais c'est normal. Les autres bateaux allaient plus vite et en même temps, on n'était que des amateurs. Nos jeunes ont bien repris, ont bien compris, ont aimé. Ont aimé ne pas avoir de téléphone, ne pas appuyer sur un bouton pour que ça marche, se servir du sextant, du soleil, du top horaire, d'une carte papier, de l'estime, avoir une notion en permanence de l'endroit où on pourrait être, où on pense être. C'est un truc qu'on ne sait même plus faire dans nos voitures maintenant. On est dépendant. En tout cas, on risque de certainement vous recroiser encore sur les pontons des différentes courses ces prochaines années. Merci beaucoup, Lionel Régnier. De rien. Et puis à bientôt. Voilà, entretien retrouvé en intégralité dès ce vendredi sur l'antenne de TV Vendée. Allez, on revient au ring coquet avec nos invités du Poré dont on va reparler dans quelques instants. Mais Erwan, on va s'intéresser à la Vendéenne et on va parler des féminines d'abord. Alors, ce n'est pas exactement la Vendéenne, c'est l'équipe Loire-Atlantique Vendée qui a terminé championne de France. Ouais, absolument. Elles ont terminé championne de France ce week-end en battant 6-0 Mérignac. Elles passent devant Coutras Noisy. Elles font une très très belle saison. C'est le premier titre de leur carrière. Donc énorme félicitations à elles. C'est vraiment une très belle performance qu'elles nous ont proposée cette année et elles le méritent amplement. Et peut-être un nouveau titre ce week-end, puisqu'elles seront au Final Four de la Coupe de France à Dinan, tout comme les garçons de la Vendéenne. On y revient dans quelques instants. Les garçons de la Vendéenne qui ont fait un très bon match, une très belle performance en championnat le week-end dernier à domicile face à Quévert. Ouais, une victoire 3-2 face à Quévert, avec une entame de match un petit peu compliquée, où les Quévertois mènent 2-0 en première mi-temps. Ils ont mis en difficulté les Lyonnais, mais la Vendéenne a su bien se reprendre en fin de première et puis sur la deuxième mi-temps avec des buts de Nathan, de Marcos, de Marc. Voilà, ils ont réussi à reprendre le pas sur ce match, mais on a vraiment vu un très beau match, Quévert qui est pas loin aussi d'égaliser à la toute fin du match une fois qu'ils sortent le gardien. C'était forcément numéro 2, numéro 3 qui jouent contre. Ça nous a amené à avoir un très beau spectacle. Et on va écouter justement l'entraîneur Marc Salicru à l'issue de ce match face à Quévert. On a su marquer les moments importants, on a su souffrir quand il fallait souffrir parce que Quévert quand même, ils nous ont mis dans une sacrée difficulté aujourd'hui. Je pense qu'on a vu un super match parce qu'il y avait 2 super équipes sur le terrain. Et puis pour ça, il faut les féliciter. Après voilà, c'est 3 points de plus qui nous permettent de continuer dans notre championnat et puis qui nous permettent d'envisager une fin de championnat plutôt optimiste. Il fallait jouer le match ce soir avant de jouer les matchs de la semaine prochaine. Ça, on en a parlé cette semaine. C'est jamais facile d'arriver en plus. Quévert qui est aussi comme nous au Final Four, donc
Je pense que c'était important de jouer ces matchs, de bien le faire, de bien arriver au Final Four avec les choses bien faites. Et on regarde le classement avant de parler de ce qui va se passer ce week-end avec la Vendéenne qui grappille à la 2e place devant Dinan-Quévert, un point d'avance sur Dinan. Saint-Omer toujours largement en tête et qui file droit vers le titre de champion. Et on va retrouver la Vendéenne et Quévert ce week-end à Dinan pour le Final Four de la Coupe de France. Ouais, absolument. Alors à condition que la Vendéenne batte Ploufragan, malgré tout, parce qu'il va quand même y avoir une demi-finale à jouer contre Ploufragan. Alors quand on regarde un petit peu le classement, on se dit que finalement, effectivement. Quévert et la Vendéenne font office de favoris dans cette compétition, mais c'est mal connaître Ploufragan qui reste une équipe de vieux briscards qui a battu récemment la Vendéenne. Qui a battu récemment la Vendéenne 3-2 à domicile. La Vendéenne menait 2-0 et finalement ils se sont fait rattraper derrière. Donc ça va être un match qui va être très très tendu, sachant que Quévert derrière eux, sans manquer de respect à Quintin, je pense, mais malgré tout, Quévert fait office de favori dans sa demi-finale face à un Quintin. Donc on retrouvera probablement Quévert en finale. Et derrière ce match-là, la Vendéenne contre Ploufragan risque d'être très chaud. Quévert contre Quintin, ce sera samedi à 16h, 21h pour le match entre la Vendéenne et Ploufragan. Les deux équipes vainqueurs se retrouvent en finale le lendemain à 16h. Du côté de la Coupe de France féminine, on aura Coutras face à Lyon à 13h30 et l'équipe Loire-Atlantique Vendée face à l'Entente Sevran à 18h30 et finale le dimanche à 13h30. Alors un mot, monsieur, peut-être sur la Vendéenne, sur ce Final Four, sur la présence de Quintin aussi, qui est donc 2e derrière vous dans ce championnat de N2. Ça vous surprend de voir cette équipe-là en Final Four de la Coupe de France ? Non, pas forcément. Ça reste une bonne équipe qui joue bien et qui s'entraîne bien aussi, qui avait un parcours sans gros, je pense, sur leur chemin. Ils avaient un parcours avec plus N2, N3, même si Glaisé a une belle équipe de N3, mais je pense pas le même rythme d'entraînement qu'une N2 ou une N1. Donc voilà, le chemin a été pour eux cette année, et qui défendent leur place, et s'ils peuvent aller en finale, c'est tant mieux pour eux. Duarte, comment vous voyez-vous ce Final Four avec donc la Vendéenne qui a peut-être pris un ascendant psychologique en battant Quévert ce week-end, mais Quévert joue à domicile. Comment vous voyez les choses ? Oui, je pense que ça va être, comme Erwan a dit, sans manquer de respect à Quintin. Je pense que même au niveau des efforts pour dimanche, je pense que Quévert va avoir un match plus accessible et gérer plus son effort. Et déjà jouer à 16h, et après à 21h, c'est Ploufragan contre la Vendéenne. Et après, je partage énormément Erwan sur son mot de l'équipe Ploufragan, que c'est faut se méfier parce que c'est toujours difficile à battre. C'est une équipe un peu directe, mais que, comme les scores ont dit cette année, la Vendéenne a eu beaucoup de difficultés avec cette équipe. Alors revenons à votre championnat de National 2. On l'a dit, vous êtes déjà assuré de terminer à la première place et d'accéder à la N1 à 4 journées de la fin. Il y a encore 4 matchs à jouer. Le prochain, ce sera à Saint-Brieuc le 11 mai. Il y aura la réception de Bougnay le 25 mai, un déplacement à Gujan-Mestras le 1er juin. Et vous terminerez face à Villejuif le 8 juin. Comment vous faites pour encore garder vos joueurs concernés malgré le fait qu'il n'y ait plus d'enjeu ? Oui, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est quand même quelque chose de très positif. On s'est mis quand même des objectifs. On avait le premier objectif de monter, le deuxième objectif d'être forcément champion de France. Maintenant, on veut forcer Invictus. On ne veut pas perdre aucun match cette saison. Et c'est possible, un quatrième objectif qu'on a mis entre nous, c'était de finir meilleure attaque et meilleure défense. La meilleure attaque, on est plutôt pas mal. Ouais. Mais effectivement, on cache quand même beaucoup de buts. Pour moi, c'est les points moins positifs de cette saison. Voilà, on se met des petits défis entre nous pour garder les sérieuxités et les responsabilités de l'entraînement. Mais bon, depuis des moments que c'est pas facile de motiver les gens comme le début de saison, malheureusement. C'est vrai que c'est Quintin justement qui a la meilleure défense pour l'instant, avec 47 buts, vous êtes à 53. C'est ça. Alors, non, je crois que vous avez une question. J'avais la même question. J'avais la même question. Non, après c'était plus, oui, justement, sur ces matchs-là, à savoir évidemment comment est-ce qu'on peut les aborder. Évidemment, il y a cette invincibilité qu'il faut aller chercher, et c'est toujours intéressant de pouvoir aller chercher. Maintenant, ma deuxième question aussi, c'était de savoir, bon, même vous du coup, et toi Duarte et toi Marvin, comment est-ce qu'on gère, est-ce qu'on se projette tout de suite un peu sur la prochaine saison, est-ce qu'on arrive quand même à garder un peu les pieds sur terre en se disant bon bah il y a encore cette saison à terminer, comment est-ce que vous voyez un peu le truc, quoi?
Non, il y a déjà forcément, on se projette sur la saison prochaine, c'est obligatoire, mais c'est un travail en dehors des entraînements et en dehors du championnat. Le principal là, c'est de finir ces 4 matchs de championnat qui vont pas être simples. À Saint-Brieuc, on a été en difficulté chez nous à l'aller. C'est des anciens et des jeunes qui jouent très bien. Bougnay, ils vont jouer leur maintien. Gujan, ils vont jouer leur maintien. Villejuif, ils viennent là, c'est aussi une très bonne équipe qui descend aussi de l'année dernière de N1. Donc il y a quand même 4 matchs, c'est 4 matchs qui sont dangereux si on veut rester, pour nous, si on veut rester invaincu. Ça n'a plus d'objectif purement pour la montée, mais ça reste sérieux à prendre. Donc il faut garder les entraînements et continuer à travailler et nous aussi être concentrés sur le championnat N2. Tout le monde doit vouloir battre le champion. Tout le monde doit vouloir battre le champion, ça c'est annoncé depuis janvier déjà. Ça. Et alors je note le 8 juin ce dernier match face à Villejuif. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une soirée un peu festive, quelques festivités organisées pour célébrer cette belle saison? Oui, il y a des bénévoles qui œuvrent pour ça, pour organiser ça avec nos différents partenaires et puis remercier les joueurs pour leur saison. Duarte, comment vous pourriez définir votre groupe cette année, ses forces notamment, ses qualités? L'affirmation de certains joueurs, je pense surtout à Charles, Tourné, Juan, Stan, des joueurs que les années d'affirmation. Un groupe qui a trop respecté, a trop travaillé. Pour moi, je parle toujours, c'était une très bonne expérience parce que c'est pas facile être dans ma position d'entraîneur-joueur. Et ce groupe-là a toujours me respecté, a toujours travaillé et des moments plus difficiles. Du coup, si je trouve un mot, ça a été l'affirmation et le respect, le travail forcément. Pour qualifier cette groupe, pardon. Alors, il trépigne depuis le début de l'émission. On va enfin lui laisser la parole et lui ouvrir son micro. C'est notre expert course à pied, Johan Jadot. Alors Johan, avant de parler du Red Light Vendée Trail dont vous arborez les cuissons sur votre vêtement ce soir, un mot d'Agathe Agathe Bonneau Violo. Exactement, Agathe, petite brève pour commencer, puisque Agathe n'en finit plus, elle a commencé sa saison des 10 km il y a quelques semaines, victorieuse d'abord du côté d'Annecy, victorieuse, vous le voyez à l'écran, du côté du 10 km de Fort-de-France, et hier elle a encore amélioré son record personnel, 34-10 à Montreuil-Juigné. Alors ça fait moins rêver que Fort-de-France, ça c'est sûr, mais quand même gros résultat, donc on n'est pas loin du sub 34, et Agathe on la retrouvera au semi-marathon international des Olonnes dans 15 jours. Alors justement, on parle maintenant du Red Light Vendée Trail, c'était ce mercredi. Effectivement, c'est tout frais, tout chaud, la 7e édition du Red Light. On était du côté de Saint-Hilaire de Riez, on a été faire un joli tour dans la forêt domaniale de Saint-Jean-de-Mont, avec cette année un 72 km, un 42 km, 20 km et 10 km. Beaucoup de monde. 1800 coureurs, c'est vrai que la date a été décalée, puisque c'est une course qu'on retrouve d'habitude début novembre. Et puis il y a eu une annulation à cause de la tempête l'année dernière, la tempête Domingo. 4e annulation en 5 ans, donc ça c'est un gros coup dur pour l'organisation. Et hier la salle était pleine, 1800 concurrents sur les diverses courses. Une arrivée main dans la main sur le 72 bornes avec Maxime Quentin et Sébastien Soulard. Belle performance, alors ça c'est les garçons du Sud Vendée ou des Deux-Sèvres. Belle performance du petit Vendéen Benjamin Bretomé du Raid Aventure Pays de Vie qui faisait ses débuts sur la distance, qui fait 5e au classement. Et chez les filles, Marion Graland d'Angers remporte la course, elle est dans le top 10 au classement en scratch, elle qui avait gagné d'ailleurs l'ultramarin dans sa version 59 km, on la retrouvera bien du côté de la Bretagne cet été là pour faire un 100 bornes. Voilà, pour les petits résultats on va dire du Red Light. D'autres résultats sur le circuit World Trail Majors. Exactement, World Trail Major, qui a changé de nom maintenant, parce que là il faut suivre. Ça s'appelle maintenant Grande Canaria World Trail Major. Voilà, ce sont les concurrents des UTMB World Series. Et il y avait 2 courses du même circuit ce week-end. Tout d'abord, du côté du mont Fuji, dans le parc national de Fujisan Kodomo Nukuni. Voilà. Arigato. Avec bien sûr notre déesse, notre princesse, notre reine Courtney de Walter, l'américaine, qui remporte la course pour la 2e fois. C'est la première fois qu'une féminine remporte 2 fois cette course, avec le mont Fuji en arrière-plan. Et Courtney qui termine 3e au classement scratch. Elle vient mourir à 12 secondes du second et à 11 minutes du vainqueur Gyomen Deng. En même temps, c'est pas tellement une surprise parce qu'elle avait une cote, en tout cas un index UTMB
au-dessus de ses adversaires. Donc en fait, c'est pas un hasard si on la retrouve aux côtés des meilleurs garçons. Et sinon, sur le continent européen, on pouvait aussi tirer la langue sauce Madère. Vous avez noté. Le Mute, bien sûr, le Madère Highland Ultra Trail. Magnifique paysage de Madère. Terre de beauté unique à 600 km des côtes marocaines, riche de cascades, de forêts, de montagnes, et elle nous a offert la nature, voilà, toutes les larmes de son corps dans la nuit, parce que la nuit a été compliquée, très très froide, et Martin Kern, vous le voyez avec son beau chapeau typique de Madère, vient prendre la 3e place. Il a été reclassé 2e parce que le Norvégien Sebastian Krogvig a pris un mauvais parcours. Et il a gagné, on va dire, 3 minutes sur la course en prenant ce mauvais itinéraire. Mais on a appliqué le règlement. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a des règles, et donc on les applique. Donc il a pris 1 heure dans la vue, le Norvégien, et ce qui a bénéficié à Martin Kern, puisqu'il a pris la 2e place. Et l'autre Français qui était 4e, Anthony Costa, le cardiologue de Grenoble, est monté, du coup, sur la boîte. Et juste à côté, vous avez Laure Desmurs, qui remporte le Mute 42. Pourquoi on les a mis tous les deux? Parce que tous les deux, eh bien, sont en couple. Donc on avait un magnifique couple Kern-Desmurs du côté du Mute. Voilà et puis à noter quand même la 2e place d'Annelise Rousset, championne de France de trailon, qui a souffert dans la nuit et qui n'a rien pu faire face à Martina Valmassoy après une 2e place. Très bien. On continue avec une sélection pour les Europe Off-Road. Yes, les Europe Off-Road, ça arrive dans le cadre de la Maxi Race ça va être le week-end du 31 mai au 2 juin, championnat d'Europe Off-Road qui rassemble pour la deuxième fois de son histoire. La première, c'était en 2022 à El Paso. Championnat d'Europe de trail, championnat d'Europe de course en montagne, championnat d'Europe de course verticale. Voilà, on fait juste la montée, on descend pas. D'accord. À l'instar du championnat de course en montagne où on monte et on descend. Regardez, je vous en ai mis quelques-uns à l'écran. Bien sûr, Blandine Lirondelle, la taulière de l'équipe de France, double championne du monde. Benjamin Roubiol, juste fraîchement couronné de son titre de champion de France, champion du monde également. Christelle De Waal, là c'est des médailles internationales. Et on a vraiment une grosse chance de médaille, et je voulais mettre en avant Nelly Clément que vous avez à droite. C'était dimanche du côté de Briançon sur la course des championnats de France de course en montagne. Dans des conditions très très compliquées, on a eu de la neige, et elle, c'est une pépite. Vraiment, il va falloir retenir son nom. Elle a eu tous les titres dans la course en montagne, dans les rangs cadets, dans les rangs juniors, dans les rangs espoirs. Et là, elle s'impose dans la course élite. Elle a mis tout le monde d'accord. On la retrouvera dans la sélection aux Europes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Johan. Voilà, je reprends ma respiration. Et on se retrouve avec plaisir. Une prochaine fois pour parler donc de l'actu course à pied qui est donc bien riche en ce moment. On termine avec les autres rendez-vous sportifs du week-end. Il y aura du volleyball. Alors, non pas en Vendée, mais les 2 équipes de Boufféré seront en déplacement en National 3. Chez les garçons, ce sera la dernière journée et les garçons de Boufféré iront jouer à Ramonville. Match important encore pour le maintien. Alors que du côté de la National 3 féminine, l'équipe de Boufféré est d'ores et déjà reléguée et ira affronter Neuville donc pour ce dernier match en National 3. Des rendez-vous course à pied, on y revient, Johan, avec notamment la 3e édition de la Foyenne. Ce sera dimanche en centre-bourg de Sainte-Foy à partir de 9h15. 2 courses nature de 11 et 22 km. Il y aura également une marche chronométrée de 11 km et des randonnées pédestres. La marathonnaise, dimanche aussi, la 20e édition. 3 courses de 12, 24 et 42 km plus une marche de 10 km. Ça sera à partir de 8h. On en a parlé tout à l'heure en voile. Ce sera l'arrivée de la grande course de la solo Maître Coq ce samedi au Sable d'Olonne. Les premiers sont attendus en fin de matinée ou le midi. Il y aura également une matinée de découverte handisport au gymnase des Sauniers au Sable d'Olonne samedi, organisée par la mission locale Vendée Atlantique et plusieurs associations sportives. Découverte notamment du cécifoot, du tennis de table ou encore du volley handisport. Et puis du côté de la Roche-sur-Yon, là aussi de la découverte d'activités sportives et des animations pour toute la famille avec l'opération En attendant la flamme. Ce sera de 14h à 19h dans 5 quartiers de la Roche-sur-Yon: la Vallée Verte, les Forges, le Val d'Ornay, le Bourg-sous-la-Roche et Saint-André-d'Ornay. C'est une animation proposée dans le cadre du mois de l'Europe. Voilà pour les rendez-vous. Et donc si vous voulez encore aller voir l'équipe de Ring Coquet du Poiré Roller, donc champion de France de N2, il y a encore le match face à Bougnay le samedi 25 mai et face à Villejuif le 8 juin. Très rapidement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais le reste du club se porte bien, Marvin, puisqu'il n'y a pas que le Ring Coquet. Il y a du patinage. Non, en effet, il y a du patinage artistique, aussi du loisir. En licence, on est à 50-50 sur 200 licenciés. Donc le reste se porte bien. On a pris décision, il y a l'entraîneur aussi qui a été recruté au niveau de l'artistique et du coup qui fait des bons résultats avec la 4e place au championnat de France.
Et les internationaux, du coup, le 8 juin, elles seront du côté de Latte. Très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Bonne fin de saison à vous. Bonne préparation de la prochaine. Erwan, merci. Merci à toi. Alain. À bientôt. Johan, on se Salut, retrouve Aurélien. une prochaine pour parler course à pied. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine à tous.